Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous n'avez pas vu la première vidéo dans laquelle je vous ai présenté le Sony A7 IV, je vous ai fait une analyse notamment par rapport au Canon R6 et au Nikon Z6 II, évidemment je vous mets un lien dans la description. C'est une vidéo que vous avez beaucoup aimée. Un grand merci pour votre soutien. Vous avez été notamment géniaux dans les commentaires parce que vous avez toujours été constructifs. Il n'y a pas eu de guerre de clans et de gens qui s'insultent alors qu'il y avait beaucoup de commentaires, donc un grand merci. Bref, vous le savez, j'ai pas réussi à convaincre Sony France de me faire participer au lancement, donc j'en ai pas dans les mains. D'ailleurs, si vous les croisez, n'hésitez pas à leur dire que vous aimez mes vidéos, ça aidera peut-être à faire avancer la situation. Malgré tout, aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un format que j'avais fait qu'une seule fois, c'est le format que j'appelle la revue de presse. En fait, le concept, il est assez simple. J'ai regardé environ 40 vidéos de tests en anglais. Il y avait un peu plus de 5 heures de vidéos en tout dans ma timeline et j'ai isolé les passages qui me semblent intéressants à voir. C'est des passages qui permettent d'en apprendre un peu plus sur le Sony A7 IV. Je vais donc vous montrer des extraits de vidéos qui sont tirés la plupart de youtubeurs qui sont en langue anglophone. DP Review, Jared Pollins, Jason Vong, Gérald Dundon, Mati Apoja, Guillaume Ruchon. Alors Guillaume, il n'est pas anglais, mais j'ai voulu quand même le citer parce qu'il fait partie de la team IPLN. Il vous a fait un test complet du boîtier. C'est un des tests les plus complets pour l'instant disponibles en langue française, donc vous pouvez aller le voir. Il y a évidemment aussi KY, Gordon Lang, Marnie Ortiz, Dan Watson, et il y en avait tant d'autres. J'ai pas pu évidemment mettre tout le monde, mais l'idée c'était juste vous prendre quelques extraits de vidéos pour pouvoir ici en apprendre un peu plus. Je l'avais fait une fois, j'avais pas eu de soucis avec personne, j'ai consulté un peu avant de faire ce format, ça semble autorisé, en fait c'est un peu le concept de la revue de presse et le droit à l'extrait, donc a priori ça pose pas de problème. Et on attaque avec un extrait de Jared que j'ai bien aimé, dans lequel en fait il explique que le boîtier qu'a fourni Sony pour faire les tests, c'est un modèle de pré-production. Un modèle de pré-production qui en plus avait un firmware qui était très instable avec pas mal de bugs et que d'après lui, on ne peut pas vraiment se fier et considérer qu'on peut faire un test complet uniquement avec ce genre de boîtier-là, que ceux qui le font, en fait, quelque part, ils tirent des conclusions à partir de quelque chose qui n'est pas finalisé et on ne sait pas si ça va être exactement comme ça dans le boîtier définitif. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête parmi toutes les revues qu'on a vues ici. Le second, c'est justement Gérald Dundon qui vous explique que le firmware aujourd'hui, il contenait énormément de bugs. C'est quelque chose d'ailleurs que Guillaume Ruchon m'avait aussi partagé. Voilà, c'est un boîtier qui aujourd'hui n'est pas du tout définitif et il faut voir comment les choses peuvent peut-être évoluer dans le boîtier définitif. Donc peut-être qu'il faut attendre un peu avant de tirer des conclusions finales à partir de ces vidéos-là. J'ai beaucoup aimé l'introduction de Gérald Dundon qui dans sa vidéo vous dit que en fait le Sony A7 IV, lui il le voit comme un Sony A7S III, une base de Sony A7S III, notamment en termes de boîtier, en termes d'ergonomie. Sauf que c'est un Sony A7S III avec 33 millions de pixels au lieu de 12 millions de pixels. L'autofocus du Sony A1, les couleurs du Sony A1, des améliorations ergonomiques, on pense évidemment à la double molette avec l'univers photo et vidéo. Et par rapport au Sony A7S III, c'est 1400 € de moins. Et par rapport au Sony A1, c'est 4500 € de moins. Et Gérald, lui, il dit en plus que par rapport au Sony A7S III, ce boîtier-là, il est meilleur en couleur, il est meilleur en dynamique, il est meilleur en piqué, il est meilleur en autofocus et il a un meilleur second ISO natif. Ici, on parle de vidéo avec le S-Log 3. On va y revenir dans quelques secondes. Et voilà, en termes de couleur, vous voyez, quand on met un Sony A1 et un Sony A7S III l'un à côté de l'autre, c'est les mêmes couleurs. Et à l'inverse, lorsque vous mettez le Sony A7 IV et à côté le Sony A7S III, là on voit une petite différence de couleur. Donc on est vraiment sur un boîtier qui a la dernière colorimétrie disponible chez Sony, celle du Alpha One. On peut reparler de cette molette de compensation d'exposition. Sachez que maintenant elle est programmable. Voilà, moi je voulais vous montrer juste les menus. Dans les menus maintenant, on peut sélectionner cette molette-là dans laquelle on peut attribuer différentes fonctions. On a 3 molettes entières. On a la molette avant, la molette arrière et maintenant on a une molette sur le dessus sur laquelle vous pouvez mettre la balance des blancs et vous pouvez aussi mettre les ISO. Donc, ou même les Creative Look. C'est comme des simulations de films qu'a mis Sony, qu'a introduit Sony avec ce Sony A7 IV. Il faut quand même, on a parlé de l'écran. C'est vrai que l'écran est pas dingue en termes de résolution. Ils n'ont pas beaucoup évolué. Par contre, le viseur a quand même bien évolué. On avait un viseur de 2,36 millions de points et on a maintenant un viseur de 3,66 millions de points. Et tout le monde dit le viseur du Sony A7 IV, c'est vraiment un viseur qui est costaud. Un extrait de Guillaume qui avait fait un test notamment de balance des blancs à l'intérieur de sa vidéo qui est intéressant. C'était une balance des blancs contre le Sony A7 III qui est ici à droite, dans lequel on s'aperçoit que oui, exactement comme le Sony A7S III et exactement comme le Sony A1, vous avez ici comme un détecteur infrarouge. En fait, ce détecteur infrarouge qu'ils ont positionné là, il est là pour vous donner une balance des blancs qui est la plus juste possible. Il est là pour mesurer comme ça la température de la lumière et c'est clair que sur les rushs, on voit tout de suite la différence. Regardez ici à droite l'image que vous obtenez sur un A7 III et regardez ici à gauche ce que vous avez sur un A7 IV.
on voit quand même nettement une différence. Et ça aussi, la balance des blancs, avoir une balance des blancs juste, ça va vous permettre aussi bien en photo qu'en vidéo, ça va vous simplifier la vie énormément. DP Review revient sur un concept qui est très important à comprendre. Le A7 IV, ce qui le différencie majoritairement par exemple avec le Alpha One, c'est la technologie du capteur. On a un capteur qui est rétroéclairé, mais on a un capteur qui n'est pas empilé. Un capteur empilé, pour schématiser, c'est un capteur qui va aller très vite. C'est une technologie qui vous permet d'aller très vite. Ici, le fait de ne pas avoir la technologie empilée, qui est plutôt l'exclusivité du Sony A9, du Sony A9 II, du A1, du Canon R3 par exemple, c'est une technologie pour les appareils photo de sport et c'est ce qui permet à un capteur d'aller très vite. On peut avoir toute la puissance que vous voulez en termes de processeur, toute la puissance que vous voulez en termes de carte SD. La technologie du capteur en étant rétroéclairé uniquement, ce qui est le standard sur le marché évidemment, forcément on doit comprendre que c'est une différence majeure par rapport au Sony A1. Ici, on peut comprendre maintenant que exactement comme pour la molette qui propose d'avoir un univers photo et un univers vidéo, maintenant on peut avoir des configurations complètement indépendantes à l'intérieur du boîtier. Vous pouvez lui dire non, quand je choisis mon ouverture, il y a une ouverture pour la photo, une ouverture pour la vidéo, pareil pour la vitesse, pareil pour les ISO. Et vous pouvez basculer entre ces settings-là très facilement. Dès que vous changez de monde, hop, tous les paramètres du triangle d'exposition, ils reviennent exactement comme vous vouliez. Donc 33 millions de pixels, je voulais juste vous confirmer, ça vous permet de faire des photos et lorsque vous croppez de 14 millions de pixels, donc c'est pas rien, c'est plus qu'un Sony A7S III lorsque vous utilisez un crop Super 35, donc un 100 mm devient un 150 mm, un 400 mm devient un 600 mm, donc c'est énorme. Vous prenez un 100-400, hop, vous croppez, vous faites des photos avec un équivalent focal de 600 mm et hop, vous avez toujours des photos de 14 millions de pixels. Donc c'est quand même quelque chose que permet le Sony A7 IV qu'il faut vraiment mentionner. L'autre chose, c'est la taille des RAW. On a des RAW d'une taille de 67 MO non compressé, 39 MO si vous le compressez sans perte, et si vous le compressez avec perte, 35 MO. C'est là qu'on voit bien que l'ajout justement, et c'est un des premiers à avoir la compression sans perte, ce Sony A7 IV, on voit que c'est très intéressant parce que finalement vous n'avez pas de perte, et ça vous coûte quasiment rien en termes de stockage, donc ça serait vraiment dommage de s'en priver. L'autre chose sur laquelle ils reviennent pas mal, c'est à quel point l'obturateur est très fort. C'est-à-dire que le bruit d'obturation quand vous prenez une photo, c'est comme une mitraillette. C'est pas du tout feutré, par exemple, comme sur un Sony A1, voilà. Et évidemment, chose à propos de laquelle ils ont beaucoup parlé, la rafale. Oui, on a une rafale de 10 images par seconde. Oui, effectivement, c'est pas très rapide. Mais il faut en prendre en plus conscience que c'est le maximum 10 images par seconde. Et ça ne marche que si vous faites une rafale en RAW compressé avec perte. Si vous décidez de faire une rafale en RAW non compressé ou en RAW compressé sans perte, donc quelque part avec une meilleure qualité d'image, dans ce cas-là, vous faites plutôt une rafale de 6 images par seconde. Et là, c'est vrai que ça en fait un appareil photo qui est plutôt lent, sauf à faire des RAW compressés avec perte. Un mot sur la SD et la CF Express type A, c'était quelque chose sur lequel je m'interrogeais finalement. Quelle est l'utilité d'utiliser une CF Express type A sur un Sony A7 IV? En fait, l'utilité, vous pouvez tout faire avec une carte SD, vous n'avez aucune limite. Donc à aucun moment, l'appareil photo va vous dire « Ah non, là tu peux pas le faire, il faut que tu achètes une carte CF Express type A ». Par contre, dans la vidéo de Dan Watson, il montre qu'avec une carte SD, lorsque vous essayez de faire une rafale, en fait, le buffer, vous savez, le fameux buffer que je vous ai expliqué que c'était un buffer quasiment illimité de 800 000 photos, ici, en fait, avec une carte SD, il fait environ 20-25 photos avant que le buffer soit rempli. Et donc, effectivement, ça fait pas beaucoup, en fait. Et il explique que, voilà, lorsqu'il passe avec une carte CF Express type A, là, oui, là, il peut faire 800 000 photos, etc. Donc, quand même, ça veut dire que la rafale, si vous utilisez une carte SD, il faut peut-être s'en méfier. Mais c'est peut-être l'utilité de la CF Express type A, avoir un buffer illimité, parce que les chiffres que vous donne Sony, c'est avec une CF Express type A. Juste une remarque, à ce stade, il n'y a personne qui sait lire un fichier RAW, Capture One, Lightroom, etc. Ils ne savent pas lire les fichiers RAW du Sony A7 IV. Donc finalement, on ne sait pas faire des gros tests ISO, on ne sait pas faire des gros tests dynamiques, on est obligé de se baser sur des JPEG, de ce qu'on voit en rendu, et on est obligé quelque part de comparer des photos pour se faire une idée, pour se faire un sentiment, mais on n'a pas de mesure précise encore à ce stade. Petite pause dans la vidéo, créer ces vidéos, ça demande beaucoup de temps. Vous pouvez soutenir mon travail en achetant votre matériel photo chez ipln.fr et en mettant le code créateur Damien dans votre panier. Et évidemment, si les vidéos vous plaisent, vérifiez que vous êtes bien abonné sur YouTube. Un mot sur les ISO, on s'aperçoit que les ISO natifs s'arrêtent à 51 200 ISO. Au-delà de 51 200 ISO,
on est sur des ISO qui sont étendus, donc c'est moins intéressant. C'est déjà énorme hein, d'avoir un ISO natif à 51 millions. On peut quand même se poser la question, est-ce qu'en termes d'ISO, en étant passé à 33 millions de pixels, est-ce que ça le fait? Et bien Mani Ortiz, quand il regarde les photos, notamment du A7 III face au A7 IV, le A7 IV a soit moins de bruit que le A7 III, comme ici sur cette photo. Il regarde notamment à l'intérieur des cheveux. On a beaucoup plus de détails sur le A7 IV qu'on a de détails sur le A7 III, mais en plus, on a surtout beaucoup moins de bruit. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Et sur les photos où il n'y a pas vraiment de différence, c'est exactement identique par rapport à un A7 III. Donc en fait, c'est quand même une petite prouesse. Hein. On est passé d'un capteur de 23 millions de pixels à 33 millions de pixels. On n'a rien perdu. On a une meilleure dynamique, on a des meilleurs ISO, on a plus de détails. Et Dan Watson nous dit exactement la même chose dans sa vidéo, où il filme comme ça à l'intérieur d'une voiture et il est étonné, il ne voit pas plus de bruit, il trouve que c'est très très propre. Jusqu'à 12800 ISO, il trouve que c'est parfaitement utilisable. Après 12800 ISO, il trouve qu'il y a un peu de dérive colorimétrique. Et voilà, et tous les youtubeurs font les mêmes démonstrations, 6400, 12800 ISO, et tout le monde est surpris par la qualité et par les détails qui ressortent du A7 IV par rapport au A7 III qui était déjà très bon le A7 III. Là où par contre ils ne sont pas très impressionnés, c'est sur le rolling shutter. Vous savez, le rolling shutter, c'est un phénomène que vous avez lorsque vous utilisez l'obturateur électronique. Donc si vous utilisez l'obturateur mécanique, ça ne vous concerne pas. Mais si vous décidez de faire des photos en obturateur électronique, par exemple pour être silencieux dans une église, c'est un phénomène qui, si vous décidez de photographier en mouvement, vous allez déformer les lignes comme vous pouvez voir ici. Le rolling shutter a été mesuré à 1/15e de seconde par DP Review. Et 1/15e de seconde, on va pas se mentir, c'est pas bon. Hein. Le Sony A1 était à 1/200e. 1/15e de seconde, c'est exactement pareil que le Sony A7 III et c'est à peu près ce qui se fait de moins bien sur le marché. Alors, un mot sur ça, est-ce que c'est grave? Non, ça ne vous impacte pas si vous utilisez l'obturateur mécanique. Et a priori, vous n'avez pas énormément d'intérêt à utiliser l'obturateur électronique puisque le seul intérêt, c'est d'être silencieux. Mais tout ça pour vous dire, rassurez-vous, hein, ça n'impacte que l'obturateur électronique et on ne va pas plus vite en termes de rafale avec l'obturateur électronique. Donc, c'est un cas qui ne devrait vraiment pas beaucoup toucher de monde. Et j'arrête le montre pareil, hein, c'est-à-dire que concrètement sur les photos, on le voit, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah ouais, je suis dégoûté, mon A9 il est dépassé, mon A9 II il est dépassé ». Non, c'est pas le cas. Hein. L'A9 et l'A9 II, ce sont des capteurs empilés qui vont vous permettre d'avoir le moins de distorsion possible. Ici, regardez, les crosses de hockey se sont déformées. Regardez celle-là, elle fait un arc de cercle, cette crosse de hockey. Tout simplement parce qu'il est en obturateur électronique, je le rappelle. Hein, si vous vous mettez en obturateur mécanique, aucun problème, vous n'êtes pas touché par ça. Donc oui, l'obturateur électronique, non, c'est pas comparable à du A9, c'est pas comparable à du A1. Donc voilà, les choses sont dans l'ordre naturel des choses et il n'y a pas à rougir si vous avez un A9 ou un A9 II par rapport à ce A7 IV. L'autofocus, tout le monde est d'accord pour dire que on est sur quelque chose qui ressemble à un mini Sony A1. Voilà, ça trouve les yeux, ça suit les sujets, c'est très rapide, beaucoup plus rapide notamment que ce que savait faire le Sony A7 III. Vraiment, quand vous comparez les deux, l'acquisition du focus est beaucoup plus rapide. Il y a zéro pompage, on va voir ici le A7 III à 1.2, il commence à pomper, il a un peu du mal à suivre lorsque vous vous rapprochez énormément. Là, c'est pas le cas, hein, c'est absolument parfait. Mais attention, par rapport à un Sony A1, certains notent que c'est quand même pas tout à fait aussi rapide qu'un Sony A1, même si ça s'en rapproche énormément. Et d'ailleurs, j'arrête à essayer de le comparer par rapport au Canon R6 et finalement, il n'a vu aucune différence. C'est impossible de distinguer lequel du A7 IV ou du Canon R6 a un meilleur autofocus. Les deux sont extrêmement bons. Et à mon avis, même les générations suivantes, on va avoir du mal à dire vraiment à quel point ça s'est amélioré parce que là, il n'y a quasiment plus de marge pour rien améliorer. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a l'autofocus des oiseaux. On l'avait en photo aussi sur le Sony A1, mais c'est le premier à l'avoir en vidéo aussi. Hein. Et voilà, encore une fois, d'autres tests. Et finalement, les tests Canon, Sony, même autofocus. Nikon, c'est beaucoup plus lent. On voit, Nikon, il est perdu, il suit mal et compagnie. Donc voilà, en termes d'autofocus, on est vraiment sur la technologie du Sony A1. Sony n'a pas fait de rétention et tout le monde est unanime. Ça marche très bien avec un taux de déchets qui est extrêmement faible. Donc voilà, vraiment bien joué. Alors évidemment, 4K 25 fps, pas de crop. Dès que vous passez en 60 fps, le cadre change car vous avez un crop de 1.5. Donc oui, effectivement, ça existe. Par contre, tout le monde est unanime. Vous avez ce crop là, mais il n'y a aucune surchauffe. Que vous vous mettiez en 4K 25 fps ou 4K 60 fps, à partir du moment où vous prenez la peine de sortir l'écran pour éviter que la chaleur s'accumule derrière l'écran, vous avez, c'est en fait votre seul limitant, c'est la batterie. Quand la batterie elle s'arrête au bout à peu près de 2h20
de tournage, que ce soit en 25 fps ou en 60 fps, bah, le reste, voilà, il n'y a jamais de témoin de surchauffe, personne ne l'a trouvé particulièrement chaud. Donc ça marche très très bien, Gordon Laing avait montré la même chose, hein, il filme 2h10, 2h20. En termes de 4K, Gerald Undone précise que bah, finalement, c'est la meilleure qualité de 4K disponible à ce jour chez Sony, tout boîtier confondu. Meilleur 4K même qu'un A1 et meilleur 4K qu'un A7S3. Donc c'est quand même quelque chose à noter, c'est un boîtier qui coûte beaucoup moins cher que ces deux-là. Hein. Donc bon, voilà, quand même, il faut le signaler, c'est une 4K d'excellente qualité, sans surchauffe et sans limite de temps. Et en plus, la dynamique, elle est absolument dingue. C'est-à-dire que Gerald Undone note une dynamique de 12.8 stops. C'est la même dynamique que le Sony A1 et c'est un tiers de stop supérieur par rapport à un Sony A7S3. Donc waouh, non, c'est quand même du très bon boulot. Et d'ailleurs, Guillaume Ruchon, dans sa vidéo du test, le montre. Hein, il a essayé la même scène avec les mêmes paramètres, les mêmes objectifs, A7 IV, A7 III, et on voit nettement la différence. Au grading, il récupère énormément plus de couleurs et de détails sur le Sony A7 IV ici à gauche que sur le Sony A7 III ici à droite. Donc voilà, dynamique, ISO, tout ça, franchement, ça a l'air très positif et tout le monde est unanime. Et Gerald Undone, qui a étudié le bruit, notamment sur le S-Log 3, ben, regarde un peu l'évolution du bruit en fonction de la montée en ISO et s'aperçoit qu'à 3200 ISO, d'un coup, hop, le bruit devient beaucoup plus clean d'un seul coup, tout simplement parce qu'on a comme un dual ISO ici, à 3200 ISO, ça aussi ça fait plaisir, c'est un dual ISO qui est plus utilisable notamment que celui du A7S3, donc là c'est pareil, c'est une bonne nouvelle qui devrait ravir absolument tout le monde, et lui estime que jusqu'à 25 600 ISO, c'est parfaitement utilisable. C'est des valeurs qui sont quand même immenses pour des capteurs de 33 millions de pixels. Et Mati, il enfonce le clou, hein, parce que lui là, ça, c'est filmé à 102 400 ISO. Et il regarde le shot et il se dit, mais c'est incroyable, la qualité est absolument dingue à 102 400 ISO. Et donc, il fait toutes les valeurs d'ISO à 50 000, voilà. Et il revient et il se dit, waouh, c'est incroyable. Et il se dit, je vais comparer par rapport au Sony A7S3, je vais les mettre les deux côte à côte. Et bien, écoutez, c'est strictement identique. C'est-à-dire qu'il filme à 102 400 ISO sur un A7 IV ou sur un A7S3 et il est incapable de discerner lequel est lequel, il n'y a pas de différence. Ce qui enfonce le clou dans ce que je vous disais juste avant et que Gerald Undone disait, en fait c'est un A7S3 avec 33 millions de pixels au lieu de 12 millions de pixels et qui est capable de faire énormément de choses. Donc un appareil qui est très capable. Si vous lui passez, chose que fait bien mieux le A7S3, le rolling shutter parce que bah, il n'a pas de capteur empilé. Donc, rolling shutter de 1/40e de seconde en 25p et de 1/80e de seconde. Donc, vous avez moins de rolling shutter en 4K 60 fps. Quand je vous dis que le crop, ça peut aussi avoir du bon, vous avez moins de rolling shutter en 4K 60 fps grâce au crop que en 4K 25 qui n'a pas de crop. Donc, effectivement, en rolling shutter, c'est pas le meilleur des appareils photo. On est même sur quelque chose de plutôt moyen par rapport au marché. Et tous le monde dans leurs vidéos, hein, ils comparent effectivement le rolling shutter. Ben voilà, on va pas se faire de film, il brille pas par rapport au rolling shutter. Donc, DP Review confirme, les ISO natifs pour du S-Log 3, c'est 800 et 3200. Pour du Cineton, c'est 125 et 500 ISO. Et DP Review, d'ailleurs, vous fait un petit test autofocus en vidéo, ici avec une optique à 1.2. Il fait des mouvements pour essayer de stresser l'optique. Voilà, 1.2, real-time tracking, ça marche très bien et ça marche aussi très bien avec des animaux. Tout ça, tous les tests, tout ce qui concerne l'environnement autofocus montre que vraiment ça marche extrêmement bien. Un mot sur le focus breathing, c'est un défaut qu'on a énormément reproché à Sony sur tous ces derniers objectifs GM. Vous voyez, c'est ça le focus breathing. Selon si vous faites le focus devant ou si vous faites le focus derrière, on a l'impression que vous zoomez alors que c'est une focale fixe. Ben, avec ce A7 IV, on a enfin une compensation du focus breathing logiciel. Voilà, maintenant elle est activée. Vous voyez, il change maintenant le focus, il n'y a plus rien qui bouge. C'est-à-dire que Sony a trouvé la solution pour faire des optiques très compactes, pour faire des optiques très légères avec ce défaut-là, parce que ben, pour ne pas avoir ce défaut-là, vous devez avoir des grosses optiques, mais à trouver la solution en termes de logiciel pour quelque part vous masquer ça. Et voilà, c'est vrai que ça fait très bien la solution. Ici, c'est un plan de Gordon Laing. On voit tout de suite la différence entre à gauche qu'il n'a pas et à droite qu'il a. Donc, vraiment une très bonne solution. Mais il y a un mais. Le mais, c'est que c'est disponible uniquement pour les optiques Sony. C'est-à-dire que si vous utilisez une optique Sigma, une optique Tamron, eh ben cette fonction-là, elle ne marchera pas. La stabilisation marche bien, c'est pas la meilleure stabilisation, on est loin notamment de la stabilisation offerte par Canon. Malgré tout, ça marche très bien. À noter que vous avez quand même 3 niveaux de stabilisation. Vous avez la stabilisation mécanique,
vous avez la stabilisation active, c'est-à-dire une stabilisation numérique en plus de la stabilisation mécanique. Et vous avez un troisième niveau de stabilisation qui est unanimement jugé comme le meilleur niveau de stabilisation. C'est utiliser les données gyroscopiques qui sont inclus à l'intérieur de votre fichier vidéo et d'utiliser le logiciel de Sony Catalyst Browse qui va vous stabiliser en post-traitement en fonction des mouvements qui ont été enregistrés par le gyroscope, et là, ça vous donne une stabilisation qui est dingue, mais ça vous oblige à faire une stabilisation au post-traitement. Tout ça pour dire quand même qu'en termes de stabilisation, il y a plein d'options et vous savez obtenir des très bons résultats. L'autre chose qu'il y a dans ce Sony A7 IV, c'est l'anti-scintillement. Par exemple, chez Canon, il faut attendre un Canon R3 pour être capable de faire ça. L'anti-scintillement, c'est notamment la possibilité d'utiliser une vitesse d'obturation extrêmement précise, complètement bizarre, mais en fait, cette vitesse très précise va vous permettre de vous synchroniser par rapport à une vitesse très particulière qui, hop, à un moment donné, vous voyez plus rien qui scintille et ça règle complètement votre problème. C'est quelque chose, si vous shootez notamment dans des salles de sport, dans des gymnases, qui peut vraiment changer votre vie. Un mot maintenant sur ce que j'appelle le mode webcam, c'est-à-dire vous branchez le boîtier en USB, aucune galère de logiciel de configuration, ça marche direct. Comme quand vous branchez une webcam. Ici, ça marche bien, tout le monde est unanime, on branche, ça marche. Mais il y a quand même un mais, c'est-à-dire que c'est une webcam en 1080p parce que la 4K est limitée à 15 images par seconde, ce qui va vous donner une image qui est plutôt saccadée. Donc ça, c'est bien à savoir, c'est pas vraiment une webcam 4K, on est plutôt sur une webcam 1080p, mais ça marche très bien. Confirmation, parce que certains en doutaient, il cache l'obturateur cache le capteur pour éviter les poussières de rentrée quand vous changez d'objectif. Petit détail, lorsque vous êtes dans le viseur et que vous regardez, il n'y a plus la barre noire, c'est-à-dire qu'on a maintenant les informations qui arrivent en surimpression au lieu d'avant d'avoir la barre noire. Un mot quand même, il est vendu en kit avec un objectif qui est très décrié. Un mot sur ce kit-là, c'est un boîtier, je pense, il faut l'acheter nu. L'achetez pas en kit, même si l'objectif de kit est vraiment pas cher, c'est déjà trop cher. C'est-à-dire que c'est un objectif de kit qui, déjà sur du 24 millions de pixels, tout le monde vous la déconseille. Sony a un meilleur objectif de kit avec le A7C, ils ont décidé de ne pas le mettre ici avec le A7 IV. Je vous déconseille totalement d'acheter cet objectif-là avec son kit, c'est vraiment pas un bon kit. Et on termine par quelque chose qui va peut-être pas vous concerner, mais moi ça va me changer la vie. Vous savez, lorsqu'on fait par exemple des bracketing, ou lorsqu'on fait des rafales, vous allez avoir tendance à avoir des séries de photos qui sont ensemble. Et ensuite, lorsque vous arrivez dans Lightroom, vous aimeriez pouvoir visuellement les séparer. Et bien, Sony, dans ce A7 IV, a intégré une nouvelle fonction qui s'appelle Create Divider Frame. Donc en anglais, j'ai pas le nom français, mais c'est la création, si vous voulez, de photos séparatrices, si vous préférez. Et en fait, c'est des photos qui vont avoir des formes géométriques. Donc typiquement, vous allez avoir des flèches. Une flèche vers la gauche, une flèche vers la droite, et vous pouvez attribuer la création d'une image en forme de flèche en appuyant sur un bouton, et ça va générer, vous voyez, cette photo-là directement sur votre carte SD, et vous pouvez avoir une photo qui dit « je commence là » et une photo qui dit « je finis là », et si vous faites un focus bracketing, défilé, un focus d'exposition, bref, tout ce que vous voulez qui nécessite de faire plusieurs photos, et quand vous allez arriver dans Lightroom, bim, vous allez avoir ça directement séparé dans Lightroom. Et pour moi, ça change énormément de choses. Je sais, j'ai plein de copains qui font la technique du point et ce genre de choses-là, mais là, on l'a directement dans le boîtier et pour moi, ça change absolument tout. C'est quelque chose qui vraiment, je vais énormément utiliser. Bref, Sony l'a ajouté avec son Sony A7 IV. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Ça m'a pris du temps, franchement. Faire une vidéo pour faire une vidéo, ça ne m'intéresse pas. Mais ça me semble un moyen intéressant, original, de proposer du contenu intéressant sans le soutien Sony, sans avoir le boîtier. Je l'ai déjà dit, si vous les croisez, n'hésitez pas à leur parler de mon travail et de moi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous ai fait une vidéo sur l'évolution de Sony entre 2018 et 2021. Allez la voir, moi je vous dis à bientôt. Salut!